Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Patrick et Vanessa. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, bonjour. Donc, mon nom est Vanessa Deschaines. Je suis avocate responsable de la pratique de protection des renseignements personnels, vie privée et cybersécurité chez Robic. Je suis Patrick Laverty-Lavoie, collègue de Vanessa Deschaines dans le même groupe et un participant privilégié avec Vanessa là, cette année à Sécure. Belle expérience qu'on a grandement appréciée. Donc, merci aux organisateurs de Sécure. Merci pour ces bons mots. Justement, on va parler de votre présentation qui était l'anatomie d'une gestion d'incident, les considérations légales à ne pas négliger. Moi, en tout cas, je l'ai réécouté et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper pertinent des éléments que vous mentionnez. Je vais vous laisser leur faire un court résumé puis on va commencer avec les questions après ça pour discuter sur le sujet. Oui, ben, je pense qu'on a beaucoup mis l'emphase sur un élément important qu'on perd parfois de vue, c'est vraiment la préparation. Comme on l'a mentionné dans notre présentation, ça semble évident et simple, mais c'est souvent ce qui est mis de côté et c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on est pris dans un incident, vous vous souvenez peut-être pour les gens qui ont assisté à la présentation, puis on n'est pas les seuls à dire ça, là, la fameuse phrase « ce n'est pas qui va subir un incident, mais c'est plutôt quand ». Et donc, le fait de se préparer, ben c'est ça, c'est vraiment d'avoir un mindset de dire « ça va arriver à un moment donné ». La dernière chose que tu veux, c'est construire l'avion en plein vol. Donc, vaut mieux se préparer, mettre nos processus, nos procédures en place, savoir quels sont les experts avec qui on va faire affaire. Puis, lorsqu'on sait que c'est en place et qu'on l'a aussi, qu'on a testé dans notre plan, ça, c'est un autre élément dont on a mentionné dans la rencontre. C'est bien beau de se préparer, mais encore faut-il s'assurer que ça fonctionne parce que c'est pas ce que tu veux découvrir pendant un incident. L'incident est déjà parfois assez générateur de stress. Donc, on a beaucoup mis l'emphase sur la préparation. Puis, une fois qu'on est préparé, ben c'est ça, on sait quoi faire, on sait quels sont nos critères pour savoir, par exemple, si on a des obligations légales à respecter ou non. Donc, voilà, ça, je pense que c'est un élément qui est ressorti là, de la présentation. Puis, la préparation nous amène aussi, d'un point de vue légal, à nous assurer qu'on peut bénéficier, par exemple, du secret professionnel lorsqu'on fait affaire avec un avocat. Donc, il y a certaines conversations ou échanges qui vont permettre de bénéficier du fameux privilège de l'avocat. Et donc, si éventuellement l'incident devient litigieux, ben, le fait d'avoir justement mis ça en place en amont, ça vient aussi protéger l'organisation en termes de gestion des risques juridiques. Tout à fait. De toute façon, pour avoir moi-même géré plusieurs incidents dans ma carrière, rien comme la préparation puis de savoir où on s'appuie, d'avoir les appuis là, juridiques, mais aussi communicationnels qui sont très importants, de gérer tous ces éléments-là. Au Québec, avec la loi 25 ou la PS 64, justement, il y a une exigence de notification et ça change grandement la préparation parce que historiquement, les organisations peuvent juste balayer ça en dessous du tapis puis ne pas en parler à personne. Maintenant, nous ne sommes plus dans un univers de balayer en dessous du tapis. Il faut faire amende honorable publiquement et notifier. Il y a des délais aussi. Puis est-ce que vous pouvez aborder un peu tous ces éléments nouveaux qui vont bousculer la gestion des incidents? Oui, tout à fait. Comme on vient de le mentionner, dès septembre cette année, donc le 22 septembre 2022, au Québec, on aura une nouvelle exigence de notifier les incidents qui vont rencontrer certains critères. Je rappelle toutefois que l'entreprise québécoise, souvent faisant affaire ailleurs au Canada, de ne pas oublier qu'il y a des exigences similaires qui existent déjà, notamment là, au niveau fédéral. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Mais si, par exemple, on est juste assujetti à la loi québécoise, on va devoir mettre en place ces procédures-là. Et ce que la loi dit, c'est que si on a un incident, et la définition de l'incident est large, dans le fond, l'incident, je dirais en résumé, c'est de ne pas respecter la loi. Là. Donc, s'il y a quelqu'un, même à l'interne, qui accède à de l'information qui n'aurait pas
normalement besoin d'accéder ou on pense à l'envoi d'un courriel avec de l'information des renseignements personnels à un mauvais destinataire, ben ça semble banal, mais ça rentre dans la définition d'incident selon la loi. Donc, faut pas juste penser aux incidents avec les fameux hackers puis comme les films là. Donc quelque chose de plus, je vais dire banal peut rentrer et pas peu va entrer dans la définition de renseignement personnel. Et ce que la loi dit, c'est que si cet incident-là a un risque sérieux, un risque sérieux pour l'individu, mais on va devoir notifier non seulement l'individu, mais on va aussi devoir notifier la commission d'accès à l'information. Et ce, dans les meilleurs délais. Donc, essentiellement, pour résumer ce qu'il en est. Donc, ça serait intéressant de voir éventuellement comment, par exemple, la commission d'accès à l'information va interpréter qu'est-ce qu'on entend par dans les meilleurs délais ou non. Mais essentiellement, dans la pratique, c'est que dès qu'on est au courant de l'incident, qu'on l'a contenu et qu'on a assez d'informations pour pouvoir aviser les individus et la commission, on doit faire cette notification-là. Évidemment, il y a des exceptions parce que parfois, si la divulgation met à risque la façon dont on va gérer ou mitiger l'incident, mais évidemment, la loi prévoit cette exception-là de dire, la notification n'est pas obligatoire si elle peut mettre à risque la gestion de l'incident. Mais dans tous les cas, il faut retenir que si on rencontre ces critères-là, on va devoir notifier. Puis si on le fait pas, les potentiels d'amende peuvent être très élevés, donc tout dépendamment du chiffre d'affaires de l'entreprise. On parle souvent de 2 à 4 du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, c'est sûr que si on est une entreprise de moyenne ou grande taille, là, ça peut se chiffrer à plusieurs millions de dollars. Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose d'intéressant qui a été ajouté dans la disposition des incidents dans le projet de loi 64, maintenant la loi 25. C'est tout, là, on a parlé de préparation tantôt, mais il y a toute la notion aussi d'apprendre de l'incident puis de prendre des mesures pour faire en sorte que ça se reproduise pas dans le futur. Donc, on a parlé de préparation tantôt, on parle de notification, mais il y a tout l'aspect post-mortem aussi qui est important à ne pas négliger, qui maintenant va être intégré dans les nouvelles dispositions légales de la loi 25. Donc, pas seulement se préparer, mais aussi apprendre. S'assurer que l'an d'après, on fasse pas la même erreur, puis parce que c'est quelque chose que la commission d'accès à l'information va pouvoir étudier à l'avenir là, dans un examen des mesures qui ont été prises. C'est effectivement très intéressant. Je trouve que le fait qu'il n'y a pas de délai prescrit, que ce soit la diligence qui soit préconisée, je suis plus favorable que cette approche-là que ce qu'on voit dans d'autres législations où effectivement ils mettent des délais, puis ce qui force peut-être un peu les entreprises à prendre des décisions hâtives dans certains cas, en tout cas, bref, à escamoter un certain nombre de choses. Fait que ça, je pense ça. Mais la jurisprudence nous permettra de voir à quel point la marge de manœuvre est disponible là-dedans. Puis c'est là où toute la beauté de ces règles-là va se mettre en œuvre. Et je trouve aussi, puis là, je vais reprendre ce que Paris disait, c'est très intéressant aussi que maintenant, on est obligé de faire un post-mortem. On n'est pas juste encore balayé en dessous du tapis. Fait que ça vient énormément encadrer les processus que la plupart des entreprises ne font littéralement pas à l'heure actuelle. Fait qu'il va y avoir une douche froide pour bien des gens à ce moment-là. Dans tout ça, le rôle de l'avocat, vous avez mentionné le secret professionnel. Il y a des nuances à apporter au niveau du secret professionnel, puis ça serait important d'y revenir parce que justement, si on divulgue dans un mauvais contexte, ça peut amener justement qu'il y ait des fonctions non protégées. Oui, tout à fait. Au niveau du secret professionnel, c'est simple et pas simple dans ce sens où il faut que les gens comprennent, c'est pas parce que de facto, il y a un avocat, par exemple, qui est sur des échanges courriels que le secret professionnel va s'appliquer. Donc, il y a quand même des critères à respecter pour bénéficier du secret professionnel. Cela étant dit, si on doit utiliser ces communications-là ou ces rapports-là ultimement dans un litige, ça sera un débat que l'avocat pourra faire dans un deuxième temps, à savoir si les rapports ou les communications sont protégées ou non. Donc, ce qu'on dit, c'est pour le client, vaut mieux se protéger en amont. Donc, dès lors qu'on vient cogner à la porte de notre conseiller juridique externe, potentiellement, on pourra bénéficier du secret professionnel.
professionnel, puis on fera le débat par la suite si c'est le cas ou pas. Donc, c'est plus facile de procéder de cette façon-là que d'y aller à l'inverse, de commencer plein d'échanges sans qu'il y ait un conseiller juridique externe, puis que là, il y a peut-être des choses qui se sont dites qu'on aurait peut-être pas dû dire, ou encore là, le fait, c'est pas de cacher des choses, ou comme tu l'as mentionné, Nicolas, de mettre des choses en dessous du tapis, mais c'est de pas non plus se tirer dans le pied, si on veut, en termes dans nos communications au sein de l'entreprise, parce qu'on le sait, quand on gère un incident, il y a des gens parfois qui partent en panique. Puis là, il y a des choses qui se disent, puis c'est peut-être pas ça, ou tu sais, on pense que c'était grave, finalement, c'est pas grave. Donc, ça permet aussi de venir moduler tout ça, là. Oui, très intéressant. Puis effectivement, le but du secret professionnel dans ce cas-ci, c'est pas de balayer en dessous du tapis, mais c'est vraiment de prendre une décision éclairée en toute liberté de pouvoir prendre cette décision-là, justement parce que des fois, dans la chaleur du moment, on peut peut-être considérer les choses de façon très différente. Puis justement, c'est très, très important ainsi. Vous avez aussi mentionné le registre des incidents, qui est un élément important, puis qui va devenir important aussi pour les en anglais, les due diligence, mais les revues diligentes qui suivent, qui précèdent l'acquisition d'une entreprise. Donc, ces éléments sont très intéressants aussi. J'aimerais ça vous entendre. Oui, mais je laisserai peut-être la parole à mon collègue Patrick cette fois-ci pour le registre, puis je pourrai compléter au besoin. Oui, ben tout à fait. En fait, le registre de l'incident, ça constitue un outil dans le temps pour être capable à une entreprise de démontrer là, qu'elle a été diligente dans la gestion de ces incidents. Puis notamment là, quand on parle de la loi 25 ou tout ça, on vient de parler d'incidents de confidentialité, c'est-à-dire qui concernent des renseignements personnels. Et le registre permet à l'entreprise de prouver qu'elle a fait l'exercice d'évaluer l'étendue de l'incident, qu'elle a pris en considération les faits essentiels qui ont entraîné l'incident en soi, puis les faits qui ont fait en sorte aussi qu'elle a déterminé que l'incident était mitigé ou non. Et finalement, son évaluation, elle est faite de savoir si elle devait notifier ou non. Est-ce qu'il y avait un risque de préjudice sérieux ou non. Donc, ça devient comme un inventaire interne pour les entreprises qui ont comme une liste, là, si on veut, de tous les derniers incidents. Ça leur permet non seulement de démontrer la conformité, ou ça facilite la démonstration de la conformité si c'est bien fait, mais aussi ça leur permet d'apprendre. Notamment, on a parlé des post-mortem tantôt. Ben, si on a une grande entreprise, par exemple, qui se retrouve avec un registre des incidents de confidentialité à la fin de l'année, puis on a 12 incidents du même type, ben, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Fait que c'est un outil qui, non seulement peut servir à démontrer la conformité à l'externe, mais qui peut aussi devenir un outil interne pour apprendre puis améliorer les processus et procédures de l'entreprise elle-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, là, le contenu en tant que tel du registre n'a pas été défini dans la loi. Donc, c'est quelque chose qu'on va potentiellement peut-être mettre dans un règlement. Donc, pour l'instant, au Québec, on n'a pas le détail de ce que doit contenir le registre. Ce qu'on a, par exemple, au fédéral, le fédéral vient nous dire un peu quels sont les critères, puis peut-être juste à titre informatif, on verra si ça sera la même chose au Québec. Mais la dernière étude qui a été faite par le commissaire fédéral relativement au registre de sécurité, c'était, évidemment selon le commissaire, le fait que les registres ne contenaient pas assez d'informations. Ce que le commissaire mentionnait, c'est qu'il voulait justement voir un peu c'était quoi le cheminement, c'était quoi la pensée de l'entreprise pour en venir à déterminer qu'elle devait, par exemple, ou non, oui ou non, notifier le commissaire. Donc, ça serait intéressant de voir si c'est l'approche que prendra le Québec, justement, d'exiger qu'il y ait vraiment cette information-là dans le registre, à savoir, ben, c'est quoi un peu les critères qui ont fait en sorte que j'ai décidé ou non, en tant qu'entreprise, de notifier. Puis, il faut comprendre que le registre concerne les incidents dans un sens large, donc pas juste les incidents que finalement on a notifiés, mais tout incident. Donc, d'où le point un peu d'avoir l'information de dire, OK, bien, pourquoi finalement, en bout de ligne, cet incident-là, on a notifié ou non. Encore une fois, un conseiller juridique pourra vous aider à déterminer le degré d'information qu'on veut ou qu'on ne veut pas mettre dans un tel registre.
Mais comme je l'ai mentionné, éventuellement, on s'attend là, à avoir des détails additionnels de la part de la commission d'accès ou du gouvernement là, via un règlement sur la composition de ce fameux registre-là. Puis comme on l'a mentionné, bien, tout comme la notification des incidents, ça entre en vigueur cette année, en septembre 2022. Absolument. Puis j'ai trouvé très intéressant, vous avez soulevé le point pendant la présentation puis pendant le podcast, l'atteinte à la vie privée, le renseignement personnel. De toute façon, à l'heure actuelle, la plupart des incidents vont toucher de façon directe ou indirecte à de l'information personnelle. Fait que déjà là, on est déjà à 99% du temps dans un contexte comme celui-là. Et d'ailleurs, c'est la façon qu'on définit le renseignement personnel. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis vie privée incidemment aussi, parce que ça va influencer énormément justement le registre, ça va influencer la notification. Fait qu'il y a énormément d'informations. J'ai l'impression que les gens, des fois, mettent la barre pas à la bonne place, soit des fois trop élevée ou des fois trop basse, selon les critères. Puis ça pourrait venir les mordre face à la commission dans ce cas-ci s'ils la mettent au mauvais endroit. Oui, tout à fait. Que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada, la définition de ce qu'est un renseignement personnel est une définition qui est large. Donc, comme je le mentionne souvent, on aimerait bien avoir une liste d'épicerie, mais malheureusement, cette liste d'épicerie-là n'existe pas, bien qu'il y a des données là, par défaut. On sait que c'est des renseignements personnels, mais la définition vient dire qu'un renseignement personnel, c'est un renseignement, c'est tout renseignement qui permet d'identifier une personne de façon directe ou indirecte. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la définition, elle est contextuelle parce que dans certains contextes, je donne souvent l'exemple d'une classe. Donc, si on est dans une classe, puis qu'on a moitié homme, moitié femme, puis que je donne l'information, c'est une femme aux cheveux blonds. Mais si ça donne que dans ce contexte-là, même s'il y a moitié homme, moitié femme, et qu'il y a juste une femme qui a les cheveux blonds, mais cette simple information-là, dans ce contexte-là, permet d'identifier une personne. Tandis que dans un autre contexte, si, encore une fois, j'ai moitié homme, moitié femme, puis j'ai plusieurs femmes qui ont les cheveux blonds, ben là, cette simple information-là, femme aux cheveux blonds, ne permet pas nécessairement d'identifier la personne. Donc, on voit vraiment ici l'aspect contextuel et la loi, elle est large aussi dans ce sens où elle vise autant les renseignements de nos clients que les renseignements de nos employés. Donc, ça aussi, parfois, les entreprises vont, peut-être pour une question de gestion de risque, d'avoir un focus davantage sur les renseignements des clients. Je dis pas que c'est bon ou c'est mauvais, mais ce que je dis, c'est que souvent, on oublie l'aspect de nos renseignements employés. Donc, on doit mettre les mêmes processus et procédures en place, que ce soit pour des renseignements clients ou employés. Et donc, les aspects en lien avec la gestion des incidents et les notifications, ben, s'appliquent aussi par rapport aux renseignements là, de nos employés. Ben, c'est ça, c'est très vaste, puis c'est justement le point. Puis on a justement le renseignement employé est très intéressant parce que c'est une chose qu'on oublie très rapidement en général de traiter parce qu'on ne le perçoit pas comme étant aussi sensible. C'est pour ça que c'est important que la loi a changé cette perception-là, puis que les organisations doivent également changer, parce que dans le fond, ce que je disais, c'est essentiellement la plupart des incidents maintenant sont des incidents qui sont relatifs à des renseignements personnels, parce que ça touche de proche ou de loin n'importe quoi dans ce sens-là. Là. Que ça soit tu mentionné pendant la présentation l'exemple du courriel, par exemple. Dans certains contextes, ça peut devenir un renseignement personnel. C'est comme le numéro de téléphone ou l'adresse à domicile, ça peut devenir une chose. Fait que ces nuances-là sont pas, c'est pas aussi clair. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un avocat. D'ailleurs, pour faire ces nuances-là, c'est très, très important dans ces contextes-là. Il y a également, vous avez abordé tout le volet de conservation de la preuve. C'est très intéressant parce qu'en gestion d'incidents, d'un point de vue technique, ce qui est plus mon côté à moi, on n'a pas tendance à aller mettre d'énormément d'efforts sur la conservation de la preuve parce que l'objectif, c'est de retour à la normale le plus vite possible. Fait que des fois, on va passer l'ensemble du système au lance-flamme tout en ne prenant aucune considération à ce qui est ça. Mais ça demeure un élément intéressant. J'aimerais ça vous entendre sur ce volet-là aussi. Oui, je vais laisser Patrick pour ce volet. Ben oui, tout à fait. Ben merci Vanessa, c'est une excellente question. En fait, en tout ce qui a trait à la conservation de la preuve, encore une fois, je vous réfère à l'avocat, en ce sens où chaque cas est un cas d'espèce. Il y a aussi une balance de risque à faire là dans un cas où on a vraiment besoin de couper, par exemple, les communications, puis qu'on est dans un cas où il faut vraiment agir rapidement. Mais peut-être que
les considérations de conservation de la preuve vont être dominées par d'autres considérations qui vont être opérationnelles, puis qui vont avoir plus, qui vont être plus inspirées de la continuité des affaires. Cela dit, si on est dans un cas où la preuve pourrait nous servir soit dans la démonstration, par exemple, d'une conformité auprès d'une autorité de contrôle ou dans le cadre d'un litige auprès d'un tiers. Par exemple, on a un tiers fournisseur X. Nos données sensibles sont chez le tiers fournisseur X et là, il subit une attaque par rançongiciel et là, nous, de notre côté, on a des logs qui démontrent certaines activités et autres. Et bien là, à ce moment-là, ça va peut-être devenir plus important de conserver adéquatement la preuve parce qu'on va vouloir faire valoir un droit et la personne qui veut faire valoir un droit en droit civil doit le prouver. Et donc, il y a toute une expertise derrière la conservation de la preuve si c'est de la preuve électronique. Donc, il faut être capable de montrer l'intégrité de ce qu'on met en preuve. Et là, pour ça, il y a une série de processus dans l'administration de la preuve devant les tribunaux de la preuve électronique là, qui doivent être respectés. Mais ce dont on doit se souvenir, c'est l'intégrité de l'élément de preuve ne doit pas être affectée. Donc, si on est en roche puis on décide de mal documenter ou de prendre des snapshots, par exemple, là, on ne se souvient plus qui a fait quoi, puis l'information vient d'où, si on décide d'entamer un litige demain matin, ça va complexifier toutes les questions de preuve parce qu'on ne sera pas capable de démontrer l'information vient d'où. Ça dépend vraiment de la séquence aussi, puis de comment fonctionnent nos processus en interne en matière de soit mitigation des risques ou la gestion de la sécurité de l'information. Je donne un exemple. Il y a un portable qui a été perdu, puis on veut s'assurer de réduire le risque, fait qu'on fait ce qu'on appelle en anglais une espèce de wipe-out à distance. C'est super bien parce qu'on vient contenir, mais peut-être qu'avant de faire le wipe-out, il y a d'autres validations qu'on veut s'assurer de faire, à savoir justement est-ce que l'information est accédée, si oui, quelle information. Donc, tout dépendamment comment on est structuré à l'interne, l'aspect de la préservation de la preuve, ça va être aussi de voir quelles sont les actions qu'on priorise dans quel ordre, justement pour s'assurer qu'on ne se tire pas dans le pied, comme on dit en bon québécois. Effectivement, j'aime ça le point que vous avez soulevé, documenter les actions. Puis ça, en gestion d'instant, c'est plutôt rare que j'ai vu ça dans ma carrière, que toutes les actions sont documentées et donc toutes les décisions inhérentes à ces actions-là aussi sont documentées, ce qui amène justement un poids. On revient au registre, on revient à ces éléments de retour sur expérience qui sont très importants dans cet élément-là. La documentation l'est. Je vais terminer avec une dernière question sur le volet des assurances. Vous l'avez abordé, vous l'avez effleuré un peu, mais il y a quand même des éléments très importants dans l'orientation aussi, d'un point de vue légal d'ailleurs, parce que ça peut avoir des ramifications assez importantes. Oui, je vais débuter puis je laisserai Patrick compléter. Au niveau des assurances, vous le savez, là, c'est la nouvelle tendance d'avoir des assurances qu'on appelle cyber-risque. Donc, un des volets, puis là, ça n'a rien à voir avec le volet légal, mais évidemment, c'est de s'assurer qu'on a la bonne couverture d'assurance. Comme dans n'importe quelle assurance, tu veux t'assurer que la journée où tu as besoin d'utiliser ton assurance, tu es couvert pour les bonnes choses. Donc, est-ce que le risque, exemple, le rançongiciel, est-ce que c'est couvert par les assurances ou pas? Est-ce que les frais d'avocat sont couverts par les assurances ou pas? Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder ce que couvre notre assurance. Sinon, un autre élément super important, c'est que les assureurs, généralement, vont déjà avoir ce qu'on appelle un bassin d'experts. Donc, ce soit des experts au niveau légal, au niveau du forensique, sécurité de l'information, etc. Donc, ça aussi, c'est important de s'assurer que on a la liste de ces experts-là. Et si, par exemple, en tant qu'entreprise, on veut faire affaire avec un cabinet d'avocats en particulier, de faire la validation. Est-ce que le cabinet d'avocats avec qui je fais normalement affaire est approuvé par mon assureur? Sinon, est-ce qu'il y a moyen que je le fasse mettre justement sur ce panel-là d'experts? Donc, encore une fois, c'est des choses auxquelles on pense pas. Puis, une fois qu'on est dans la gestion de l'incident,
incident, mais c'est là qu'on découvre, oh mon Dieu, normalement, je peux affaire avec tel avocat, là, je peux pas prendre mon avocat. Donc, ça ajoute aussi souvent un stress additionnel, des considérations additionnelles qu'on n'a comme pas le goût de gérer à ce moment-là. Puis, ça permet aussi, en ayant vérifié ça en amont, ben, la journée où on a un incident, ben, on s'assure qu'on cogne aux bonnes portes, puis justement qu'on peut rapidement avoir accès à notre conseiller juridique pour bénéficier justement du privilège de l'avocat. Puis comme on l'a mentionné dans notre conférence, normalement, un avocat que vous appelez pour gérer un incident va toujours avoir le réflexe. Une des premières questions qu'il va vous demander, c'est avez-vous une assurance cybersécurité justement pour s'assurer qu'il peut vous conseiller le cas échéant, puis votre assureur n'a pas d'autres exigences par rapport à un autre cabinet, par exemple. Tout à fait. Puis si tu me permets, Vanessa, de juste rebondir là-dessus, parce que j'ai une anecdote que je pense que les auditeurs pourraient bien aimer. Mais mon premier conseil très simple serait si vous avez un risque à couvrir, assurez-vous donc quand vous lisez votre police, vous êtes capable de le comprendre. Puis c'est écrit noir sur blanc que c'est couvert. Parce que si vous le comprenez pas, c'est possible qu'un juge le comprenne pas. Donc ça serait la première chose. Faites la liste des risques que vous voulez couvrir. Allez lire la police. Puis ça devrait être assez clair parce que généralement, c'est très bien écrit. L'autre chose, mon anecdote que je veux partager, c'est en lien avec le virus NotPetya et puis la compagnie Merck International. Il y a un immense litige aux États-Unis cette année. Et si vous voulez voir à quel point ça peut aller loin des litiges en matière d'assurance, allez voir cette décision-là. C'est sur l'interprétation de l'exclusion de l'acte de guerre. Parce que, pour ceux qui le savent, NotPetya est un virus d'origine étatique. Et donc, compte tenu du contenu mondial actuel là, de cyberattaques qui proviennent de partout, c'est ça. Il y a plusieurs dispositions de la police d'assurance qui peuvent s'appliquer. Et donc, c'est ça. Informez-vous et assurez-vous que c'est bien écrit noir sur blanc dans votre politique. Oui, il y a beaucoup de rebondissements intéressants avec les polices d'assurance. D'ailleurs, puis moi, l'anecdote que j'ai par rapport à ça, c'est une compagnie qui a bénéficié de l'assurance parce qu'ils se sont fait rançongiciser. Cependant, arrivé au renouvellement, c'était plus possible de renouveler. L'assureur a refusé de renouveler dans ce cas-ci parce que, pour plusieurs critères, vous l'avez d'ailleurs mentionné dans la présentation, ils vont commencer maintenant à évaluer la posture de cybersécurité des compagnies et incidemment, si elle est insuffisante, ils vont littéralement juste refuser de prendre le risque ou de partager le risque avec vous à ce moment-là, puis justement d'avoir à payer. Puisque les réclamations sont en très grande hausse. Je pense que les actuaires de ces compagnies-là n'avaient pas anticipé ce qui est en train de se passer maintenant. Puis d'ailleurs, dans le cas de Merck, ils essaient de se dépêtrer le plus possible pour avoir à moins payer possible. Puis sachez que les compagnies d'assurance ont beaucoup d'avocats aussi. c'est un peu leur univers. À part avec les actuaires, il y a beaucoup de ce genre de monde-là. Fait que, sur ça, je vous remercie énormément de votre temps, de votre générosité, autant pour avoir venu nous présenter au Sécure que d'avoir participé au podcast. Je vous laisse le mot de la fin. Mais le mot de la fin, je dirais que préparez-vous. Hein? Je l'ai dit d'entrée de jeu, préparez-vous. Quand on est bien préparé, c'est, comme on l'a mentionné dans notre conférence, c'est 50% du succès. Donc, allez-y en amont. Il y a aussi un retour sur investissement quand on se prépare. En bout de ligne, ça nous coûte moins cher. Donc, le mot de la fin, ça serait simplement de se préparer. De toute façon, mais on n'a pas le choix de se préparer. On a une loi qui entre en vigueur dans les prochains mois. Donc, moi, ce serait ça le mot de la fin. Oui, excellent mot de la fin, Vanessa, merci. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter au préparez-vous, si vous n'êtes pas prêt et que ça vous arrive, appelez-nous. On est là pour vous aider. Donc, petit pitch marketing de fin de podcast, mais on est là vraiment pour vous aider là, si jamais une telle situation vous arrive. Merci beaucoup.